suis Rachel Delacour, je suis la CEO et la cofondatrice de BIM Analytics. Nous proposons donc une solution de business intelligence. Donc c'est une plateforme d'informatique décisionnelle intégrée, 100% cloud, délivrée comme un service, SaaS. Et elle permet aux entreprises, aux utilisateurs métiers de se connecter à toutes leurs différentes sources de données qui gravitent dans l'entreprise, online, on-premise, et en s'y connectant, de pouvoir ensuite les analyser, de créer des tableaux de bord et de les partager. Cette plateforme, elle est moderne parce qu'elle est scalable, parce qu'elle est simple à utiliser et qu'elle permet à un seul et même endroit d'avoir, dans votre navigateur, donc d'avoir accès à des capacités sophistiquées d'analyse de données, de capacités d'exploration visuelle. Donc voilà, et tout ça, peu importe la volumétrie des données. Ça, c'est rapidement concernant la solution. Aujourd'hui, BIM, c'est une équipe d'un peu plus de 30 personnes, 40 d'ici la fin de l'année. On recrute activement, d'ailleurs, message passé. Nous sommes montpelliérains pour la maison mère. Et puis, depuis peu de temps, nous avons un siège aux États-Unis, dans l'État du Missouri, à Kansas City. On aime les destinations extrêmement hype. Aujourd'hui, BIM, c'est plusieurs centaines d'entreprises clientes à travers le monde. J'ai mis quelques logos. C'est vrai que c'est toujours sympa de dire qu'on a Greenpeace comme client. On travaille aussi avec des gouvernements, Australie, Canada. Dès qu'il y a une analyse de données, dès qu'il y a des problématiques d'analyse de données, c'est vrai qu'on peut intéresser l'entreprise ou l'institution. On travaille avec des financiers aussi. Donc voilà. Dès qu'il y a un ADN web fort dans l'entreprise, potentiellement, on fait partie de ce paysage Cloud BI, donc on peut répondre à la demande. On fait plus de 70% de notre chiffre d'affaires à l'étranger aujourd'hui. Donc on a une story très internationale. Je vais essayer de vous raconter rapidement ça. BIM, c'est né d'une frustration. On a deux profils assez atypiques avec mon cofondateur. Moi, je viens de l'univers extrêmement peu fun du contrôle de gestion et pour autant j'ai quand même pris le risque de créer cette start-up. Beaucoup de frustration par rapport à mon utilisation de la business intelligence au quotidien. Et puis mon cofondateur, très technique, il a un profil aussi, il a démarré par une subdeco et il a fini par une école d'ingénieur. Il fait partie de ces quelques profils comme ça. Un codeur extrêmement passionné et il a commencé à coder de la business intelligence aussi, de ces outils-là, et puis très frustrés tous les deux par la complexité de ce genre d'outils. Puis on s'est dit, allez, on arrête tout. On va démocratiser cet accès-là. Toutes les entreprises ont besoin d'analyser leurs données, donc on va mettre ça à une sauce extrêmement moderne, très cloud, très web. Et puis donc on a tout quitté. On a quitté Paris, où on avait des carrières plutôt sympas qui démarraient, pour aller nous enfermer et nous remettre dans nos chambres d'ados avec ce genre de poster. Je ne suis pas complètement traumatisée, même si aujourd'hui je le mets encore dans ces présentations. On l'a eu pendant pas mal de temps au-dessus de nos têtes. Voilà, on s'est enfermé et on a vraiment tout fait pour avoir une maquette le plus tôt possible. On a codé pour avoir product first. C'est vraiment important. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé glaner un maximum de feedback sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des choses comme LinkedIn, comme Viadeo, qui vous permettent de récupérer un maximum de feedback, de validation de ce que vous êtes en train de faire. On a eu beaucoup de feedback très positifs venant des États-Unis et à côté de ça, des feedbacks mais vraiment extrêmement négatifs des DSI français qui nous disaient littéralement, et je l'ai entendu plusieurs fois, vous êtes des punks, la Cloud BI ça fonctionnera jamais, personne ne voudra mettre ses data en ligne. En tout cas, on avait suffisamment de feedback positif pour se dire, go, on y va, on crée. On a créé la société fin 2009 parce qu'on a gagné le concours du ministère de la Recherche. On a une belle subvention qui nous a permis d'étoffer l'équipe et avec un peu plus d'ingénieurs. Et puis on a surtout fait un effet de levier avec cette subvention. On est allé chercher des business angels aux États-Unis parce que c'était là-bas qu'on avait plus de bons feedbacks, je le rappelle toujours, tout en restant à Montpellier. On a pu enfin prendre un micro-bureau qui nous permettait de sortir un peu de nos chambres. À cette période-là, en anté-création, je retiens que le peu de budget que vous avez, ça passe surtout sur de l'humain, sur la masse salariale. Vous avez extrêmement peu de choses, peu d'euros à allouer au marketing. Et il ne faut pas hésiter, quand on a des choses intéressantes à dire comme ça, à aller passer la bonne parole. On a tout fait pour avoir le maximum de tribunes possible. Et on a Microsoft qui nous a permis d'aller au TechEd. C'était super, c'était un peu un hold-up de notre part, on se connectait à des technos mais on avait zéro techno Microsoft, on n'avait que des Mac et donc il faut toujours être extrêmement reconnaissant quand ils vous donnent un cachet de leader d'opinion comme ça et on a investi dans notre premier PC à cette époque-là, juste pour l'occasion. Sur le papier, ça ne peut pas paraître être forcément une très bonne idée, mais sachez que je me suis mariée à mon cofondateur, donc tout arrive et c'est possible. N'hésitez pas, ça se passe bien.
En 2010, on a continué, je regarde l'heure, en 2010, on a continué d'étoffer l'équipe. On a eu, franchement, la notion d'international et de consommation de notre outil plutôt à l'extérieur, enfin à l'étranger plutôt qu'en France, ça se confirmait d'année en année. C'est un moment où on a dû constituer une équipe internationale aussi pour répondre aux prospects, aux demandes qui venaient de l'étranger. Pour information, on est même allé chercher nos salariés, nos premiers Anglais, on est allé mettre des annonces au pub pour les récupérer. Donc vous voyez, c'est possible aussi d'avoir des profils assez atypiques. C'est une année, et à côté de ça, on réussissait à en faire venir du MIT pour travailler avec nous. Donc voilà, on avait une équipe assez fun, qu'on a toujours. On a été incubé au CNRS, et puis je montre la photo d'un Algeco parce qu'on a pu enfin avoir des bureaux un peu plus grands. De type Algeco, je peux vous dire qu'à Montpellier, il fait chaud l'été, donc on avait hâte de bouger aussi. Je retiens de cette année-là qu'avec l'entrée des investisseurs américains, ça nous a donné un énorme coup de pied aux fesses pour répondre à cette audience américaine en ayant des sales process à l'américaine, en étant le plus câblé possible pour répondre à l'audience que vous avez en face. Et on a dû rentrer dans des sales process, dans une culture de l'agressivité commerciale. Et finalement, ça nous a fait du bien. On a rapidement identifié nos lacunes. On n'était pas de bons vendeurs. Et puis, l'important aujourd'hui, c'est de bien s'entourer. Donc ça, plus que jamais, j'essaie de passer l'idée. Et puis, toujours en parlant de profil atypique, c'est très important d'avoir des superbes CV dans votre entreprise, ça valorise l'équipe. Ne vous arrêtez pas forcément à ça, n'hésitez pas à recruter des personnes qui sont juste brillantes, extrêmement novatrices, extrêmement modernes, et c'est le plus important finalement. Sur le papier, c'est pas une bonne idée non plus, mais on a lancé une deuxième start-up avec mon cofondateur, ce sont les vraies personnes, le vrai bébé. En 2010, on a eu un enfant, c'est possible aussi, ça se passe bien. Donc, et même si la devise du t-shirt, elle marche encore aujourd'hui, qu'on met souvent nos dancing shoes. Voilà, en 2011, plus que jamais, c'est l'international qui compte. On voit qu'on se dit on va remonter à Paris peut-être, puis finalement non, on reste à Montpellier parce qu'on fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. C'est une année où on va chercher énormément de reconnaissance de la part de nos pairs, de la part de la presse. On investit dans des relations presse à San Francisco, dans la caisse de résonance de tout notre écosystème. Et puis on va avoir Read White Web par exemple qui va nous positionner dans les meilleures applications business en 2011. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'avance un petit peu plus vite. C'est une année où on va faire démo à Santa Clara. On est les seuls Français, donc on est plutôt contents. Mais c'est parce qu'on a su bien s'entourer et aller communiquer aux bons endroits. Donc le peu d'euros que vous avez de budget marketing, essayez de l'allouer dans les bonnes zones quand vous avez une histoire à l'international. La Kelly de Beverly Hills, qui est extrêmement disappointed. C'est une année où forcément vous grossissez, vous avez aussi beaucoup de feedback négatif, autant que positif, mais n'empêche que c'est constructif, il ne faut pas baisser les bras. Un produit, il est rarement parfait dès le début, donc itérer, continuer, s'améliorer, c'est le plus important. En 2012, ça a vraiment été pour nous une année de take-off. On a vu notre portfolio portfolio client qui a vraiment grossi. On a continué de faire beaucoup de scènes à l'international. On s'est entouré de partenaires de type Google qui nous ont identifiés. On travaille avec la product team de Mountain View sur tous leurs travaux Big Data. C'est des gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont embarqués dans leur roadshow aux États-Unis, qui nous prenaient dans leur bagage pour montrer les combos de techno. Ils nous ont même fait passer sur la scène de Dreamforce à San Francisco aussi. Donc vous voyez, tout ça depuis Montpellier, c'est des histoires qui sont possibles. On est passé donc sur la scène de Google I.O. Ça a été vraiment ce qui a vraiment validé. Le fait d'aller se frotter à des grands comme ça qui vous valident la technologie, c'est assez sans sas. Et tout ça, ça reste un marathon. Donc toujours se dire qu'il faut se préserver et arrêter le Red Bull dans les bureaux. Il faut arrêter ces trucs-là. Et puis 2013, ça a été l'année pour nous d'une très grosse levée de fonds, donc 4 millions de dollars, 3 millions d'euros. L'année d'une reconnaissance des analystes qu'on est allé chercher aussi pour continuer de valider les points use case clients, les points technologiques. Des gens comme Forrester, comme Gartner, Forbes qui nous mettaient dans son paysage Big Data. Donc ça, c'était important, l'ouverture des États-Unis. Une belle presse aussi dans VentureBeat, une belle fête aussi à la plage. Nantes c'est bien, mais Montpellier c'est vachement bien aussi quand on fait des... Voilà, vous voyez, on est direct à la plage. Et puis la consécration, 2 nouveaux bureaux, très grands bureaux, toutes ces fenêtres-là, à 50 mètres de la place de la Comédie. Et ça, les parents sont toujours très fiers de ce genre de choses. Ce que je retiens de cette année-là, c'est que cette levée de fonds, elle était, c'était costaud, on l'a menée tout seul, sans leveur de fonds.
On a targeté les rockstars. On a donc petite dédicace à Alven Capital. On a voulu travailler avec eux, on a tout fait, on s'est donné les moyens pour et on en est extrêmement content. Parce que les personnes que vous faites rentrer sont aussi importantes que l'argent que vous levez, donc gardez toujours bien ça en tête. Sans leveur de fonds, il y a eu un petit dérapage au niveau timing dans la levée de fonds et sur nos seules 2 semaines de congé annuels, on était en pleine due diligence. Donc ça, c'est le vrai cabanon en Corse où on va et obligé d'y mettre Internet, quoi. Donc Gizonach is connected maintenant. Et voilà, depuis 2014, eh bien, l'équipe américaine qui a pris son envol. Un petit voyage avec François Hollande dans la Silicon Valley, ça c'était plutôt sympa. Et puis ce qu'on a cherché à avoir depuis longtemps, donc le fait d'être cool vendor par Gartner, ça c'est des choses un peu importantes dans notre secteur, donc on était bien contents. Et puis j'ai lu très récemment le livre de Ben Horowitz, The Hard Things About Hard Things. Ça m'a fait verbaliser ce que j'essayais de prioriser depuis longtemps et ce que je vais toujours tenter de m'attacher à respecter, c'est-à-dire que dans l'ordre de priorité dans son entreprise, c'est d'abord l'équipe, le produit et ensuite le profit. C'est vraiment important de tenter d'avoir cette philosophie, selon moi. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que vous voyez, les États-Unis, on n'a pas cherché à y aller, nous, physiquement, les cofondateurs. C'est vraiment une culture particulière, même si ça reste quand même occidental, mais n'empêche qu'ils sont hyper agressifs dans la vente. Le huddle, là, ils se le font vraiment le matin, le soir. Je ne me voyais pas aller coacher mon équipe américaine avec mes codes franco-franchouillards. L'important, c'est de bien s'entourer, de verrouiller les bons managers. Donc ça, sachez-le aussi, et ça reste possible. Et ce qui paraissait être pas forcément une très bonne idée sur le papier, d'aller à Kansas City, ni à New York, ni à San Francisco, finalement, on en est extrêmement content parce que ce qui compte, c'est l'exécution, l'exécution, l'exécution. Et quand vous avez finalement assez peu de moyens, on avait fait une belle levée de fonds, mais voilà, pour partir dans la Silicon Valley ou autre, le temps de recruter, etc., ça prend énormément de temps, de cash burn. Essayez toujours d'être le plus efficace, le plus efficient possible. Donc Kansas City, Google Fiber, tous ces nouveaux tech hubs qui émergent aux États-Unis sont aussi d'autres bonnes destinations à prendre en compte. Merci de votre attention. J'ai dérapé. Impossible n'est pas français. Gardez ça en tête. On est sur des marchés, en plus avec toute cette émulation French Tech. C'est vraiment top ce qui se passe aujourd'hui. On est bon en France. On est super bon. On a de bons ingés. On a des marketeurs qui sont hyper décalés. La French Touch à l'échelle musicale, franchement, on peut l'avoir à l'échelle tech. J'en suis convaincue. Et puis ce qu'on ne sait pas faire, les ventes agressives, etc. Parce qu'il faut dire qu'on est un petit peu moins bon, même si je suis dans le cliché. N'empêche que si vous vous entourez bien, aujourd'hui, vous avez tout pour avoir. Voilà, la terre, c'est le playground, quoi, économique. Donc voilà, go. Bravo Nantes, bravo Montpellier et vive la France. Bravo Rachel. Hop. Et merci beaucoup. Alors on a un petit souci qui n'était pas prévu, c'est que Pauline Léniaud a visiblement été victime d'une intoxication alimentaire cette nuit et qu'elle ne pourra pas assurer la présentation de 10 minutes que nous avions prévue pour elle ce matin. Qu'à cela ne tienne, on va accueillir tout de suite Rachel Delestre. Rachel, bienvenue à Nantes. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Allô, allô, oui, c'est bon. Bonjour, je suis pas Rachel. C'est Stéphanie, oui. Ouais, voilà, je suis Stéphanie. Oui, là, j'ai dérapé. Rachel, c'est celle qui vient de sortir. Exactement. Bonjour à tous. Super heureuse d'être ici avec vous et de vous raconter une jolie histoire. Alors, vous êtes nombreux dans la salle. Qui a envie de changer le monde ici? Pourquoi vous êtes là ce matin, en fait? Seulement? Ça va être dur alors de monter une start-up, hein. Parce que pour monter une start-up, il faut vraiment avoir envie d'y aller, gagner très peu d'argent, s'engueuler avec ses cofondateurs, pusher son équipe dev et ses designers, comme on l'a vu tous les matins, et s'engueuler sur les deadlines. Donc vraiment, premier aspect, si vous n'avez pas envie de changer le monde, ça va être hyper compliqué et je pense que vous allez baisser les bras très très vite. L'histoire de Kappa, le début de l'histoire de Kappa, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la vie des gens? Et finalement, quel est le sujet numéro 1 en France dans la tête des gens? Est-ce que vous le savez? Et si vous ne le savez pas, alors le sujet numéro 1 dans la tête des gens en France, c'est quoi? C'est leur emploi. Parce que si vous n'avez pas d'emploi, eh ben, vous ne pouvez pas aller au ciné, vous ne pouvez pas partir en vacances, vous pensez que ça va être dur pour trouver un appartement, pour faire des gamins.
Donc vraiment, aujourd'hui, 100% des Français, qu'ils soient jeunes, vieux, cadres, non cadres, qu'ils aient fait des études, eh bien eux, ce qu'ils pensent avant tout, c'est à leur emploi. Et en France, il y a une grosse contradiction. C'est que d'un côté, il y a 5 millions de chômeurs, on nous rabâche les oreilles tous les jours avec ça. Et il y a un truc qui est quand même un énorme paradoxe et qu'on voit surtout en France, beaucoup moins dans les autres pays, même en Europe, c'est qu'il y a à peu près 1 million d'emplois, je dis bien 1 million d'emplois qui ne sont pas pourvus ou difficilement pourvus. Moi, je rencontre tous les jours des personnes en recherche d'emploi qui me disent « Mais Stéphanie, on a fait notre CV, on essaie d'avoir des entretiens, mais on n'arrive pas à les avoir. En fait, ça ne marche pas, il n'y a pas d'emploi. » Et puis, de l'autre côté, je rencontre des recruteurs, là aussi, des petits, des gros, des moches, des beaux, qui me disent « Mais Stéphanie, nous, on a des jobs, quoi. Voilà, moi, demain, j'ai un chantier qui commence, je n'ai pas trouvé la personne qu'il me fallait. » Et ces recruteurs-là sont désespérés. Et je me suis dit, c'est quand même un truc de dingue qu'en France, au XXIe siècle, on n'ait pas imaginé un truc qui allait révolutionner le marché de l'emploi et révolutionner la vie des gens. Et donc, l'idée de CAPA est venue de là. Et on a pensé tout de suite à faire sauter 3 barrières. La première barrière, elle m'est venue tout bêtement parce que je me suis dit, les chômeurs, ils sont où? Ils sont chez Pôle emploi. Donc, je me suis tapé des journées entières chez Pôle emploi pour voir comment ça se passait. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont allés chez Pôle emploi dans les 3 dernières années ici? Ah, donc vous allez me comprendre. Et donc le premier truc qui vous arrive quand vous avez votre deuxième entretien, le premier entretien chez Pôle emploi, c'est en gros, on vous explique combien vous allez gagner. Et puis le deuxième entretien, c'est avec un conseiller. Première question du conseiller. Est-ce que vous avez un CV? Et alors là, je ne sais pas aussi qui a fait son CV là, dans la dernière année. Ah ouais, beaucoup moins là. Ah si, ouais, beaucoup moins quand même. Pourquoi? Parce que c'est chiant un CV. C'est vraiment chiant. Moi, la dernière fois que j'ai fait mon CV, ça m'a pris 3 mois. Je l'ai fait, je l'ai envoyé à des potes, je l'ai testé auprès de recruteurs. Bon, c'était un enfer. Et donc, première barrière, je me suis dit, c'est quand même un truc de dingue qu'au XXIe siècle, la première chose qu'on demande à quelqu'un, c'est de faire un CV. Les gens, ils savent pas. Quand on est jeune, on ne sait pas, parce que finalement, on se dit, j'ai fait 3 stages de merde, comment tu veux que je fasse un CV? Et puis, quand on est plus âgé, on se dit, ouais, mais attends, j'ai 20 ans d'expérience, qu'est-ce qu'il faut que je mette en avant? On ne sait plus faire. Donc, sur CAPA, on s'est dit, ce truc, il faut l'abolir. Et donc, sur CAPA, on peut s'inscrire sans CV. Ce tout petit truc fait qu'aujourd'hui, CAPA est le premier site d'emploi sur les jeunes, 2 ans et demi après son lancement, et le deuxième site d'emploi en France. Le mois dernier, 180 000 personnes se sont inscrites sur CAPA. 180 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé une petite barrière toute simple, qui était dans la tête des gens et que Pôle emploi utilise tous les jours. Deuxième barrière, on s'est dit, mais bon, les recruteurs, ils n'arrivent pas à trouver, pourtant il y a quand même Cadre Emploi, Monster, etc. Et pourquoi les recruteurs, ils n'arrivent pas à trouver? Parce que le business model de ces boîtes-là est complètement archaïque. C'est-à-dire que sur Monster ou sur Cadre Emploi, il faut payer pour diffuser son offre d'emploi et ça coûte 1 000 €. Et donc, qui aujourd'hui, quel recruteur peut payer 1 000 € à part la Société Générale, le groupe Accor, donc à part les 40 boîtes du CAC 40? Finalement, pas beaucoup. Et donc, on s'est dit, si on veut révolutionner le marché de l'emploi, il faut aussi qu'on révolutionne le modèle économique. Donc, on a imaginé un modèle économique qui n'existait pas en France il y a à peine 2 ans et demi. C'est-à-dire que tous les recruteurs peuvent diffuser leurs offres d'emploi, c'est gratuit. Et en fait, CAPA, c'est une place de marché où le recruteur va payer la mise en relation avec le bon candidat. Et donc, troisième élément, et après je vous les résumerai parce que ça c'est une recette qu'il faut que vous gardiez en tête. Moi, elle marche pour moi depuis plus de 10 ans. Troisième innovation, il faut une innovation technologique. C'est-à-dire que si vous arrivez sur le marché et que vous essayez de copier le leader ou le numéro 2, je vous assure, vous n'y arriverez pas, hein. Monster, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires chaque année. Si on avait voulu combattre avec les mêmes armes de Monster et copier ce qu'ils faisaient, on n'y serait pas arrivé. Et donc, là, effectivement, l'innovation technologique que CAPA a apportée, c'est qu'on a créé, on a imaginé, on a développé un algorithme de matching, c'est-à-dire qu'on match, on est les premiers en Europe à l'avoir fait. Et on était en même temps avec une autre boîte aux États-Unis qui depuis a été rachetée par LinkedIn. On a été les premiers en Europe à développer un outil qui match, qui met en relation les bons candidats avec les bons recruteurs. Et pas seulement sur le nom du métier, parce que dire à une vendeuse, je vais t'envoyer des offres d'emploi de vendeuse, c'est facile. Mais on a surtout imaginé de faire un algorithme de matching sur les compétences. Et c'est-à-dire que
Tout le monde a des compétences. Une vendeuse, c'est quoi? Une vendeuse, c'est des compétences de mise en rayon, de tenue de stock, de tenue de caisse, de relations clients. Et tout d'un coup, le fait de profiler les personnes en recherche d'emploi, qu'elles soient en poste ou pas d'ailleurs, via leurs compétences, remet de la fluidité sur le marché de l'emploi. Et là, en fait, je crois que je vous ai donné, et je vous donnerai le 4e élément, qu'est-ce qui fait qu'une start-up va marcher au début ou pas? Eh bien, la première chose, c'est d'avoir une innovation d'usage. Sur CAPA, l'innovation d'usage, c'est que je n'ai pas besoin de CV pour m'inscrire. Il faut avoir une innovation technologique. Sur CAPA, l'innovation technologique, c'est qu'on a développé cet outil de matching qui n'existait pas et qui change la vie des gens parce qu'en temps réel, les candidats reçoivent les offres d'emploi qui sont faites pour eux et en temps réel, les recruteurs reçoivent les bons CV qu'ils ont envie de recruter. La 3e innovation, c'est l'innovation de modèle économique. On a inventé un nouveau modèle économique qui fait qu'on a apporté beaucoup de fluidité. Et aujourd'hui, sur CAPA, il y a à peu près 90 000 offres d'emploi disponibles. Si on avait fait payer à l'offre 1 000 €, on en aurait peut-être 3 000, 4 000. Et ça, c'est vraiment la recette magique. Il manque un petit élément, et on en a parlé juste avant. Le petit élément, c'est l'équipe. C'est-à-dire que c'est hyper important d'avoir les bons avec vous. Et surtout d'avoir les meilleurs. Sur CAPA, on n'est pas très nombreux. On est un peu moins de 15 aujourd'hui. L'équipe technique est très petite. Et d'ailleurs, elle a été, je vous fais une aparté parce qu'elle est importante pour nous, elle a été recrutée sur les compétences, l'équipe technique. Et elle a créé l'outil de matching qui est le plus pertinent et le plus percutant aujourd'hui en Europe. Et cette équipe technique-là, il y a un monsieur, Michel, qui a 53 ans. Il y a Jonathan, qui était ancien lead dev de Deezer, qui a juste le bac. Il y a Corentin, qui a créé le matching, qui n'est pas allé à l'école. Donc comme quoi, ouvrez vos esprits, ouvrez vos chakras et allez chercher les meilleurs. Les meilleurs, ça veut dire que soit déjà ils ont l'envie, mais aussi ils ont réalisé des choses qui vont vous permettre de développer votre produit très très vite. Donc je le répète parce que c'est important, gardez-le en tête. Je suis persuadée que le succès d'une boîte et d'une start-up, ça passe avant tout par une innovation produit ou une innovation d'usage, une innovation techno, une innovation de modèle économique et la bonne équipe. Et CAPA, c'est ça. La bonne équipe, en fait, on s'est rencontrés complètement par hasard. J'en ai rencontré un dans une soirée. L'autre, c'était un de mes meilleurs potes et ça faisait des années qu'on se disait qu'on allait monter une boîte ensemble. Et surtout, je pense aussi, je vais peut-être casser certains dogmes, hein, mais l'expérience est importante. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'être aussi jeune que vous aujourd'hui. Hein, je suis peut-être la plus âgée dans la salle. Mais à mon époque, je me souviens, mon premier job, il n'y avait pas d'ordinateur dans la boîte et le mobile n'existait pas. Donc, juste, je vous remets en arrière. Aujourd'hui, c'est différent. Vous pouvez apprendre à coder sur le web directement, etc. Mais n'hésitez pas à vous frotter dans des boîtes. N'hésitez pas à rejoindre des startups pendant un petit moment pour apprendre. Comment ça marche la SEO? Moi, pourquoi aujourd'hui CAPA fait plus de 4 millions de visites par mois, 2 ans à peine, alors qu'on a un tout petit budget marketing? Pourquoi? Parce qu'avant, j'ai rejoint une boîte où j'ai bossé avec un jeune Anglais qui était une star en SEO. Alors, c'était la bonne époque de la SEO, hein. Mais en l'espace d'1 an, on a pris une boîte qui s'appelait Kype à l'époque. Moi, j'avais rejoint à Hambourg. On était 6, j'étais DG de la boîte. Et en 14 mois, on est passé d'une boîte qui faisait 300 000 VU à 13 millions. Aujourd'hui, c'est plus possible, hein, je vous rappelle. Je vous le dis parce que tout est devenu beaucoup plus difficile qu'il y a 7-8 ans. Mais aussi, un dernier conseil, allez vous frotter à des startups, rencontrer des gens, essayez de comprendre ce qu'ils font. Moi, je passe mes journées entières à regarder ce que font mes concurrents, à, par exemple, aller voir des typos sur des sites. Soyez hyper curieux, ça c'est la dernière clé. Voilà, plus que 13 secondes. Bien écoutez, juste pour vous dire, l'aventure d'une start-up, c'est super dur. C'est super dur. Moi, ça fait 3 ans que je suis sur CAPA. J'ai pris 1 semaine de vacances. Je bosse tous les jours de 9h. Alors, je ne suis pas matinale. Hein. Je bosse tous les jours de 9h à 2h du matin. Toute la journée, j'appelle des clients. Le soir, je fais mes factures. Je fais les to-do de l'équipe. Je check les deadlines. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est vraiment, il faut... donc, choisissez aussi un projet qui va vous prendre les tripes. Moi, ce qui me prend les tripes, c'est quand... il y a des jours, quoi, tous les jours, il y a Samira qui m'appelle et qui me dit « Voilà Stéphanie, j'ai trouvé votre numéro de téléphone. Est-ce que vous pouvez regarder si mon profil est bien rempli? J'ai déjà été appelée par 3 recruteurs, je passe un entretien, c'est quoi mes conseils ?»
ou quand il y a Laurent qui m'appelle et qui me dit Stéphanie, je voulais vous féliciter, grâce à Capa, j'ai trouvé un job. Ça, c'est le meilleur moteur, c'est ce qui me fait tenir depuis 3 ans. Donc cherchez aussi des projets qui vous font triper, vraiment triper. Dernière info, moi j'avais jamais rêvé de faire un site sur l'emploi, j'aurais pu peut-être faire des shampoings. Avant j'ai fait un réseau social qui s'appelait Kype. Mais si vous avez la passion, ça sera dur, hein. Ce sera dur, je vous le dis, parce que souvent on vous dit ouais c'est cool, la vie. Non, c'est pas cool, c'est hyper dur. Mais voilà, moi j'ai la chance aujourd'hui, Capa m'a donné la chance aujourd'hui d'être avec vous ce matin. Ça c'est un truc hyper cool, de partager les choses. J'ai aussi besoin de vous, donc n'hésitez pas à partager avec nous. Mais accrochez-vous, ce sera hyper dur, mais vous aurez de l'adrénaline comme vous n'aurez même pas en sautant en parachute. Et ça fait des sensations extraordinaires tous les jours. Donc allez-y, n'hésitez pas à partager avec des gens comme nous, parce que je pense qu'on vit encore des échecs. L'histoire d'une start-up aussi, c'est d'avoir plus de succès que d'échecs. Mais ce qui fait aussi qu'on est fort, c'est qu'on est tous ensemble et qu'on partage nos expériences tous ensemble. Voilà. Ok. Stéphanie, d'accord. Stéphanie, merci beaucoup.